Bonjour Sophie, merci d'être avec nous pour parler de ton dernier film Rivage qui est en sélection au Festival de Rennes, qu'on essaye de couvrir un petit peu avec Bulle de Rêve. Pour commencer l'interview, pour présenter un petit peu le film, Rivage, c'est un film qui est pas mal dans la continuité de tes films précédents, qui est un film qui est encore une fois sur un travail beaucoup sur le paysage, sur l'ambiance, qui est autour de l'observation du paysage. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on construit un film comme Rivage? C'est-à-dire que dans le film, tu as une forme de narration qui est installée par l'arrivée de cet orage qui va construire un espèce de fil dramatique. Et je me demandais, après que cette structure soit posée, comment est-ce que tu construis le film autour de ça? Est-ce que tu déroules le film au fur et à mesure, ou est-ce que tu fais un storyboard sur tout le film? Comment ça se passe? Disons que je pense que le fil, il se construit petit à petit. Je suis pas partie du fil dramatique pour faire le film. C'est en fait partie d'images au départ. Et je travaille un peu de façon morcelée. En fait, je vais avoir un certain nombre d'images. Et puis, je vais essayer petit à petit de trouver un rythme, de trouver un ordre. Je crois qu'une des premières étapes pour Rivage, j'avais toute une série de dessins et à un moment donné est venue l'idée de savoir si je voulais faire un cheminement dans un paysage ou si je m'intéressais à un paysage, à un endroit, et on découvre toujours les mêmes lieux mais à des différents moments. Et du coup, c'est cette option-là que j'ai choisie pour Rivage. Donc, je l'ai vraiment construit comme si le spectateur occupait un poste d'observation avec des jumelles et pouvait voir le paysage qui l'entoure. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée que tous les plans seraient des gros plans de ce paysage. Donc, déjà là, ça m'a permis de faire une première construction spatiale, en fait, d'éliminer certaines images, de construire vraiment le lieu qui m'intéressait, où allait se situer tout le film. Et après, la structure dramatique, elle est venue petit à petit, en tâtonnant. Je pense plus en faisant une animatique, en faisant un storyboard. Enfin, c'est difficile parce que c'est en fait, il y a des choses que j'avais en image, il y avait des choses que j'écrivais. Enfin, des fois, du coup, je réfléchissais à la structure, ça me donnait des idées, donc je revenais à l'image. Enfin, c'est un peu un va-et-vient entre l'écrit, entre le dessin et entre le montage. Juste, je me demandais, est-ce que la petite Sophie, elle était déjà, elle regardait toujours autour d'elle. Je me suis demandé si petite, tu étais déjà dans les paysages et tu regardais tous ces paysages, tu t'imprégnais de ça, et ce qui fait que un peu plus grande, quand tu as commencé peut-être à dessiner, à faire de l'animation, ça t'est venu naturellement? C'est pas facile comme question. Je sais pas, non, je crois que ça s'accentue avec le temps. Je crois que plus je regarde et plus ça me fascine et ça me donne envie de regarder. Est-ce que tu penses que c'est venu peut-être avec ta pratique du dessin de plus en plus, justement, cette facilité? Ouais, après, c'est vrai que la pratique du dessin, pour moi, elle est venue depuis toute petite. Depuis toute petite, je dessine beaucoup. J'ai pris des cours de dessin très tôt, mais parce qu'il y a une envie, il y avait une envie de dessiner depuis toute petite. Donc, je pense qu'il y avait quand même... pour moi, le dessin, il passe toujours par l'observation. Je dessine pas vraiment d'imagination. Je dessine... petite, je copiais beaucoup. Ou alors, je dessinais ce qu'il y avait autour de moi. Mais donc, peut-être que oui, ça a forgé quand même des choses. Il y a Pascal qui demande là si il y a des éléments documentaires dans la création visuelle et sonore. Est-ce qu'il y a des images ou des sons directement tirés d'un lieu? Et moi, j'ai une question qui est plus par rapport à ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as dit que
créer la structure du lieu, c'est un lieu que tu as inventé, du coup, que tu as construit? Oui, c'est un lieu que j'ai inventé, mais il y a quand même une base, entre guillemets, documentaire. Mais en tout cas, enfin, pas vraiment la volonté n'était pas de faire un documentaire, mais je me suis inspirée de lieux qui existaient, notamment à l'île de Bas, où j'ai été beaucoup étant enfant. Et du coup, il y a certains éléments du paysage qui existent. Il y a des arbres, des agencements qui viennent vraiment de ce que j'y ai vu, de ce que j'ai pu prendre en photo, de ce que j'ai pu dessiner là-bas. Mais après, pour construire le film, là, j'ai reconstruit le lieu. Donc, du coup, plus fictivement, en rassemblant les éléments qui m'intéressaient pour pouvoir vraiment y mettre... pour rassembler différentes impressions qui venaient parfois de lieux assez éloignés. Et au niveau du coup, pour répondre à la première question, il y a aussi des prises d'ambiance qui ont été faites ensuite sur l'île de Bas. Donc là où il y a, enfin, d'où est inspiré le film. Ah, pardon. J'avais une autre question, c'était à propos du fait que tu fais des films qui tournent beaucoup autour du paysage et de l'observation. En fait, c'est une forme qui est assez rare en animation, quand même. Et je me demandais si du coup, t'avais des sources d'inspiration qui venaient peut-être de l'animation ou pour le coup de la prise de vue continue, ou même tu vas piocher dans d'autres médias artistiques? Je pense que mes références artistiques, elles viennent plus de la peinture, de la photo, des arts visuels, des arts plastiques que du cinéma, en fait, ou du cinéma d'animation. Le cinéma, j'y suis arrivée assez tard finalement. Moi, au départ, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le dessin. Et après, au lycée, j'avais découvert un peu dans mes cours de spécialité art plastique l'art vidéo et donc des films. Donc il y avait tout un pan vraiment d'art vidéo avec des artistes comme Bill Viola, ou bien des films. Un film qui m'a marqué, par exemple, c'est Jerry de Gus Van Sant, que j'ai vu, qui du coup me montrait aussi un cinéma que j'avais pas l'habitude de voir jusqu'à présent. Mais ouais, je pense que mes références, elles sont plus du côté de la peinture, de la gravure. C'est rigolo parce que tu parles de Jerry de Gus Van Sant ou de Billy Viola. Dans Jerry, il y a tout un côté contemplatif et j'emploierais pas forcément ce mot-là pour tes films. J'emploierais plutôt le côté descriptif en fait. Et je me demandais si la littérature, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, parce que j'ai plus l'impression d'avoir quelqu'un qui va me décrire un paysage qu'elle a autour d'elle, comme, je sais pas, une grande description dans un livre, tu vois, qui nous amènerait, qui, à travers cette description, amènerait vers un ressenti que la personne a à travers ce paysage. Je lis beaucoup par période. Je vais avoir des longues périodes où je lis pas et des longues périodes où je lis beaucoup, quitte à passer mes journées vraiment à lire sans réussir à décrocher. Donc, c'est les moments où tu travailles pas? C'est-à-dire que les moments où tu travailles moins, tu lis beaucoup, par exemple, et puis les moments où tu travailles, ouais, tu lis moins? Plus qu'entre moments où je travaille et moments où je travaille pas, je dirais que c'est entre les moments où je réfléchis à un film, où j'essaie d'écrire le film. C'est des moments où je lis assez peu finalement, parce que j'ai pas l'esprit disponible pour me plonger dans un livre. Alors que quand j'étais en production pour Rivage, par exemple, surtout qu'au début, j'avais pas Internet chez moi. Et alors là, je me suis rendu compte que je lisais énormément. Parce que le soir, finalement, après ma journée de travail, et comme j'avais un esprit finalement plus disponible, puisque le film était à peu près, était un peu plus calé au niveau de l'animatique. Donc là, par contre, je lisais beaucoup.
Antoine, disait quelque chose, je sais pas, je peux le dire esthétiquement. Pascal dit qu'il a aussi beaucoup pensé aux estampes japonaises, en particulier Hokusai et Hiroshige, dans leur façon de mêler les paysages à des intervenants humains qui semblent très secondaires, mais interagissent avec cette nature, chacun finalement nourrissant l'autre. Est-ce que c'est des références qui te parlent? Oui, oui. Beaucoup, développe un peu. La gravure en général, ça me parle. Oui, ça me parle beaucoup. Après, effectivement, il y avait les gravures de Hokusai, mais pas que. Il y a aussi, je pense, toute la peinture chinoise qui m'inspire beaucoup. Et puis aussi la peinture plus occidentale, des peintres comme Monet plutôt. Oui, parce que même si c'est en noir et blanc, j'ai beaucoup pensé à Monet aussi, alors peut-être à cause de la Bretagne, du côté, mais il y a vraiment toute cette ambiance qui est très forte, en tout cas presque impressionniste finalement. Oui. Puis dans le rendu de la lumière, en fait, de ces variations aussi dans le temps, qu'on retrouve beaucoup. Ce côté aussi qu'on a dans les nymphéas de Monet à l'orangerie, où on est entouré d'une peinture. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais imaginé ce personnage observateur. C'est pour continuer sur ce que disait Alexis, il y a un travail sur la sensation qui est très très fort dans tes films. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place à chaque fois, de mettre un observateur dans ton film, de penser un personnage observateur, ou c'est quelque chose qui est venu là sur ce film-là seulement? Non, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment pensé à l'observateur. Mais après, je crois que au final, l'observateur, c'est moi en fait. Dans mes films, beaucoup sont faits à partir de souvenirs. Dans Balade, je pense que c'est assez évident qu'il y a des passages qui sont presque des pages de carnet de croquis. Donc finalement, c'est moi l'observatrice de ce. Et c'est vrai qu'après, au niveau des sensations, oui, je pense que c'est toujours présent. Et du coup, je pense que justement, ça passe. Enfin, moi, c'est quelque chose qui passe pas par les mots. Donc, comme tu me parlais de littérature, Alexis, c'est presque étonnant parce qu'en fait, justement, c'est des choses que j'exprimerai pas par des mots, que je cherche à exprimer par des images et par l'animation, mais que je n'arriverai pas à exprimer avec des mots. Mais c'est pour ça que je rebondirais sur ce que disait Antoine. Je pense que tu prends une place, on va dire, un peu à part dans le monde de l'animation, qui se croit descriptive parce que de toute façon il y a un dessin et se croit forcément dans cette espèce de description, et qui souvent, je trouve, ne le fait pas parce que il est descriptif, mais il est aussi, on va dans la métamorphose, on est dans plein de choses, et je pense que tu prends une part qui justement est proche de la littérature avec des images, mais d'un seul coup dans ce côté presque qui est à la fois étonnant, photoréaliste entre guillemets, et à la fois complètement esthétique. Et il y a quelque chose là qui est que je trouve que tu mets en place au fur et à mesure de tes films, et qui serait comme pas un équivalent de la littérature en images, c'est pas ça, mais quelque part quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose qui serait plus proche de la poésie, mais uniquement avec des images et des sons. Des fois, ça me rappelle une remarque pour Rivage où j'avais parlé un peu à des gens, notamment des scénaristes au tout début. Quelqu'un m'avait dit, mais pour ton projet, il faut que ce soit accompagné de mots, presque d'un poème qui serait dit. Et moi, mon but, c'est que le film soit suffisant, qu'en fait, ça passe pas par les mots, que ce soit les images et le son et la musique qui parviennent à dire ce que quelqu'un aurait pu dire avec un poème. C'est pas l'illustration des mots, ça se suffit en fait. Ça tombe bien que tu nous parles de ça, parce que moi j'avais une question qui était un peu en rapport avec ça, c'est comment
parce que la Cambre, c'est quand même une école où il y a une grande liberté et où du coup, développer des films comme les tiens, il y a une espèce de, j'aime pas le mot, mais de facilité au sens où il n'y a pas à justifier dans un dossier ou dans un scénario, enfin voilà, de pas amener des éléments pour un financement en fait. Et je me demandais comment ça s'était passé le passage à voilà, un film professionnel et à justement ces étapes qui correspondent, enfin qui sont difficilement envisageables avec au vu de ton processus créatif. Ben, c'est pas facile. Il n'a pas été facile à financer. Mais la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir démarrer quand même avec une résidence de création à Meknes, organisée par l'AMF notamment, où là, ça permet quand même d'avancer sur le projet, justement sans avoir justifié, en tout cas par des mots, par un parcours classique de scénario ou autre. Et après, bah oui, effectivement, pour les recherches de financement, je me sentais un peu... j'avais parfois un peu de mal à rentrer dans les cases. Quand je voyais des fois des dossiers qui demandaient des modèles sheets, des descriptions de personnages et un scénario, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais présenter mon dossier dans ce carcan qui ne correspondait pas, quoi. Et comment on fait, du coup? Enfin, quelle solution vous avez trouvé? J'ai quand même écrit ce que j'ai appelé un scénario, mais qui en fait était plus une description de mes images, et que j'écrivais après avoir dessiné. Ça n'avait pas vraiment de temps. Et puis, pour le storyboard, après, si j'ai quand même eu une première étape qui ressemblait un peu à un storyboard, mais très vite, je suis passée à l'animatique pour pouvoir travailler le rythme. Et du coup, quand on faisait les dossiers pour les financements, je partais de mon animatique pour refaire un storyboard pour les dossiers. D'avoir un jeune producteur, on va le dire, hein, comme Yves Bouvray, voilà, qui en tout cas débute avec sa société Amstramgram. J'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur le coup de cœur et sur un projet, et il a un côté, enfin moi je le connais en tant plutôt qu'animateur de salle ou de choses comme ça, il a un côté assez bienveillant et voulant arranger des choses en tout cas. Est-ce que c'est important pour peut-être mettre à l'aise par rapport à tous ces dossiers, toute cette partie-là justement de financement? Oui, ça a été important parce que déjà le fait d'avoir quand même d'avoir un producteur et d'avoir Yves qui s'engage sur le projet, c'était quand même, enfin, ça prouvait que le projet, en tout cas au moins, pouvait au moins intéresser lui, donc possiblement d'autres personnes. Et puis il y avait une certaine forme d'engagement aussi. Du coup, à un moment donné, j'aurais pas pu arrêter le projet, me dire en fait j'en ai marre, j'arrête le projet. Il y avait aussi un engagement mutuel qui faisait que le projet continuait à avancer. Et puis c'est vrai que oui, Yves il est très bienveillant, donc dès qu'on avait un refus, il était là, bon, c'est pas grave, c'est bien, allez, on prend le plan B, et puis il relançait tout de suite sur d'autres possibilités. Et ça, c'est vrai que c'est aussi important, du coup, d'avoir quelqu'un derrière qui y croit et qui se dit, bon, c'est pas grave, là, on a un refus, mais on continue, on va trouver par un autre biais, et de sentir que lui, il avait envie de le finir, ce film, enfin, que ça lui tenait vraiment à cœur et que c'était pas soumis uniquement à des financements, quoi. L'idée n'était pas de se dire si on n'a pas de financement, on fait pas le film. L'idée était vraiment de se dire on fait le film et on trouve les solutions, les plans B et les plans C pour faire le film. Donc oui, c'est important. Je pense qu'on aura à un moment donné, en tout cas, la visite de Yves Bouvray, qu'on a déjà eu à Bulle de Rêve pour Image par Image, mais il a un catalogue, en tout cas, il a des propositions. Là, le film de Sophia El-Khari qui commence, jeune réalisatrice, voilà, qui commence à Angoulême, donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a normalement Valentine Delqueux, qu'on connaît bien aussi à Bulle de Rêve, voilà, qui va avoir, et c'est des films pas compliqués, hein, dans le sens, ils sont pas des films compliqués, mais en tout cas compliqués à financer, à amener, souvent avec des réalisatrices, des réalisateurs qui débutent comme ça et qui ont des propositions absolument passionnantes. Donc voilà, je pense qu'on aura, j'espère en tout cas, Yves Bouvray prochainement à Bulle de Rêve.
Moi, je me demandais aussi comment est-ce que, enfin, est-ce que tu as l'impression de construire quelque chose, c'est-à-dire au fur et à mesure de ces films où tu explores quand même quelque chose qui est dans la même veine d'observation, voilà, encore une fois, de grosse présence du paysage. Euh, Comment est-ce que tu appréhendes un nouveau film après les précédents? Comment ça se passe, cet enchaînement et cette construction de quelque chose qui est d'ordre presque de la recherche, en fait? Bah, dans, dans le cadre des trois premiers, du coup, comme c'était des films d'étudiants, cet enchaînement, il était induit par le parcours pour valider mes années. Après, j'ai eu un peu de temps avant de retrouver des idées. Finalement, j'ai mis du temps entre la sortie de l'école et puis le moment où j'ai commencé Rivage. J'avais envie de faire un film, mais j'arrivais pas à trouver vraiment l'idée porteuse, ou en tout cas le moyen de vraiment démarrer plus concrètement. Et je pense que depuis Rivage, je crois que je réfléchis un peu plus aussi à comment ils s'articulent entre eux et quelles sont finalement les choses qui reviennent d'un film à l'autre. Je crois que j'en ai un peu plus conscience aujourd'hui que je ne l'avais quand j'ai fait les trois premiers. Et du coup, je pense que ça joue dans mon envie de faire les prochains. Enfin, je pense que je conceptualise un petit peu plus. Et le prochain, il est déjà en écriture, du coup. Là, ça s'est finalement assez vite enchaîné parce que j'ai eu l'idée alors que j'étais en production de Rivage. Donc, je ne pensais pas être capable au départ de commencer à réfléchir à l'écriture d'un film avant d'avoir fini l'autre. Et finalement, si j'ai réussi le soir, le week-end, à commencer à écrire des choses avant d'avoir fini Rivage. Et pour moi, je le vois vraiment du coup dans la lignée, quoi. Enfin, avec des différences aussi, mais il y aura des points communs et ça va prolonger certaines idées, certaines choses. Je vais avoir une question pas piège, hein, c'est pas voulu, mais est-ce qu'on a un peu peur toujours de pas être catalogué ou à un moment donné de se dire, et j'aime pas le mot catalogué, mais de se dire d'un seul coup, oulala, on va me redire que je fais un film sur une balade ou sur la nature, les paysages, ou au contraire, c'est plutôt du style à avoir un peu à la George Fitzgerald, c'est-à-dire une idée comme ça que tu aimes et que tu as envie de creuser. Et je trouve que c'est souvent une erreur. Les gens voient les films de George Fitzgerald en disant c'est toujours le même film, alors que non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des petites choses qui fait évoluer, avancer. Toi, tu te situes dans quel côté? Bah, si, il y a quand même toujours un peu la peur de se répéter et de refaire la même chose, mais en même temps, je me rends aussi bien compte que les choses qui m'intéressent, elles ne changent pas d'un film à l'autre. et que si j'y reviens, bah, c'est que j'ai peut-être encore envie de le traiter et que il y a aussi des choses qui sont moins présentes. Je pense que dans mes premiers films, par exemple, la ville était plus présente qu'elle n'est maintenant. Je me rends bien compte qu'en 10 ans, il y a quand même des thématiques qui m'intéressaient beaucoup et qui sont un peu moins présentes, qui reviendront peut-être. Mais je crois que, j'ai envie de faire des films qui me plaisent, qui m'intéressent. Et je crois que je ne suis pas vraiment ce centre d'intérêt. Ouais, nous, on s'en lasse pas. Il y a Pascal qui demande, tu avais des indications très précises pour la musique du film. Est-ce que tu avais? On peut même dire les sons, pardon. Oui. Sons, ouais. Non, j'avais pas des indications très précises. Au départ, j'avais pensé que la musique serait moins présente. Mais pour le coup, autant je dessine depuis toute petite, autant la musique et le son, c'est quelque chose que je manipule pas bien. Et donc là, je laisse beaucoup de liberté à la personne qui fait le son. Donc, en l'occurrence, là, c'est Yann Volsi qui s'est occupé à la fois du montage son et de la musique. C'était Anton Vodnicharov pour les 3 précédents. Donc, non, j'ai pas beaucoup d'indications parce que
je serais incapable d'imaginer une musique dans ma tête, par exemple, et de pouvoir après en parler. J'aime mieux avoir des propositions et que ce soit une base après de discussion, de travail, mais je serais pas capable, je pense, de diriger comme ça, de dire là je veux tel type de musique. Et ça veut dire que t'envoies le film comme ça, sans indication, ou il y a quand même des intentions, ou vraiment Ouais. tu t'en... Non, il y a quand même, enfin, il y a eu une rencontre quand même. On n'a pas forcément parlé de musique et de son, mais on a parlé du film, on a parlé du projet. Et puis avec Yann, du coup, je lui ai montré aussi les 3 précédents. On a un peu discuté. Je pense que, en fait, ça m'est plus facile de dire ce que je veux pas. Et après, enfin, je pense que lui aussi du coup, en ayant via les discussions sur le projet, en ayant vu les autres films avant, a pu aussi un peu cerner des choses. Comment ça se passe, le dialogue, puisque tu n'es pas musicienne, comme tu dis. Yann Volsé est quelqu'un qui est musicien, qui adore ça, qui est dans le son depuis longtemps. Vous parlez, je sais pas, plutôt d'émotions, de sensations, ou comment ça se passe? Ouais, de sensations, d'ambiance. Oui, en tout cas, c'est pas un discours technique sur la musique, quoi. J'irai un peu, je suis pas complètement d'accord, c'est dommage, Pascal ne peut pas répondre en disant que les humains finalement secondaires interagissent avec cette nature. Pour moi, l'être humain n'existe quasiment pas dans ton cinéma. Il est loin, il est très lointain. C'est quoi? C'est une peur de l'être humain, de l'artiste, je dirais pas Sophie Racine, de la personne Sophie Racine. C'est une timidité naturelle qui fait que, c'est parce qu'en fait, sauf dans un de tes films, on arrive sur quelqu'un qui joue du violoncelle dans une clairière à un moment donné, mais qu'on voit même pas complètement, qui est là. C'est vrai que c'est plutôt, c'est rarement présent l'être humain chez toi. Mais je pense que c'est parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le paysage, c'est le temps qui passe. En fait, ça m'intéresse beaucoup le temps. La durée, les choses qui changent. Moi, ce qui me fascine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau, de vent, de reflets, des choses comme ça dans mes films. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça change tout le temps. Et en même temps, cette durée et ces instants aussi qui vont être marquants à un moment donné, une lumière, quelque chose qui fait qu'à un moment, on va être marqué par quelque chose. Donc, ça se joue plus entre le rapport, mes sensations et mes émotions face à un paysage, en fait, et pas face à une rencontre humaine. Et je crois que c'est juste pour ça qu'ils sont un peu plus loin. Donc, finalement, c'est un cinéma qui t'espère, va jouer sur le spectateur, la spectatrice, directement, comme toi en tant qu'observatrice du film, plutôt que de jouer sur une empathie, en effet, d'une rencontre ou quoi, mais plutôt sur cette idée de temps, comme tu dis, qui passe. Ouais, sur le fait qu'au final, ce que j'essaye de rendre aussi, c'est des émotions qu'on peut tous avoir, je pense qu'on a tous vécu, et qu'en fait, ça parle de choses du quotidien et d'une certaine familiarité, et que les gens vont s'y reconnaître, en fait, ou que le film va servir de support pour eux se replonger dans leurs propres souvenirs, qu'il y a un partage, en fait, via le film, par une reconnaissance de beaucoup de gens m'ont dit en voyant Rivage, ça m'a rappelé mes propres souvenirs, et je pense que le partage, il est là, en fait, plus. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions.